dans l'actualité aujourd'hui, le timide retour de la croissance en France, plus 0,3% au troisième trimestre. Christine Lagarde se réjouit d'un redémarrage de l'économie. La crise n'est pas terminée pour tout le monde, répond la CGT. La pilule contraceptive, bientôt délivrée dans 90 lycées de Poitou-Charentes. L'initiative est signée Ségolène Royal et elle fait polémique. Pour Luc Châtel, l'éducation nationale ne doit pas se substituer au planning familial. Deuxième visite officielle en France pour Bachar el-Assad. Le président syrien a rencontré Nicolas Sarkozy. Au menu des discussions, le Proche-Orient et notamment les négociations avec Israël. Sa suppression par l'Assemblée nationale avait suscité la colère du milieu sportif. Le Sénat va-t-il réintroduire le droit à l'image collective, sorte de bouclier fiscal des sportifs professionnels? Les sénateurs, vous venez de le voir, discutent en ce moment même de cette disposition dans l'hémicycle. Le rappel des enjeux avec Delphine Girard. Pas moins de 8 amendements sur l'article 17 quater qui prévoit la suppression au 31 décembre 2009 du droit à l'image collective pour les sportifs professionnels. Ce dispositif avait été créé en 2001 pour éviter la fuite à l'étranger des sportifs les mieux payés. Mais son efficacité s'avère limitée. L'Assemblée nationale a donc décidé de le supprimer. Mais pour ne pas changer les règles du jeu en cours de match, la Commission des affaires sociales du Sénat propose de repousser au 30 juin 2010 sa suppression. Une modification en douceur acceptée par le gouvernement. La Commission des affaires sociales du Sénat propose, Madame la Présidente, de prolonger la mesure jusqu'au 30 juin 2010 pour que cela corresponde à la fin de la saison sportive. Mais la suppression du droit à l'image collective ne fait pas l'unanimité au Sénat. Certains proposent une suppression progressive jusqu'en 2012 et plusieurs sénateurs de l'UMP menés par Pierre Martin proposent purement et simplement de supprimer l'article 17 quater. Bonsoir Delphine Girard. Bonsoir Caroline. Alors les sénateurs vont-ils revenir sur la suppression de ce droit à l'image collective par l'Assemblée nationale? Alors c'est bien parti pour, Caroline, on le sait, la Commission des affaires sociales propose la suppression du droit à l'image collective au 30 juin 2010, une suppression donc en douceur. La Commission des affaires sociales a reçu le soutien du gouvernement. Elle a rappelé qu'un petit effort de solidarité de la part des sportifs professionnels serait le bienvenu pour combler le déficit de la sécurité sociale. Cet après-midi, dans l'hémicycle, Roselyne Bachelot s'est également livré un véritable plaidoyer en faveur de la suppression de ce droit à l'image collective. Elle a estimé que ce système était en train d'exploser. La facture qui est présentée chaque année au ministère des Sports s'établit à 50 millions d'euros. Du coup, c'est 25% du programme sport de l'État qui est consacré aux exonérations sociales des stars du football les mieux payées. C'est très inquiétant selon elle. Donc pour elle, les clubs ne sont pas plus compétitif depuis la mise en place de ce droit à l'image collective. Il n'a pas empêché le départ des joueurs vers les clubs étrangers. Il n'a pas permis non plus d'améliorer la compétitivité des clubs sportifs. Et sa suppression, toujours selon Roselyne Bachelot, ne met pas en péril les clubs. Même les communistes se sont associés à la ministre des Sports pour une fois. Nous partageons votre avis, a estimé Guy Fischer. Donc il faudra suivre bien entendu le vote des sénateurs ce soir dans l'hémicycle, mais après, a priori, le Sénat devrait également supprimer le droit à l'image collective. Nous retournons en tout cas, merci beaucoup Delphine, dans l'hémicycle dès la fin de ce journal. Et toujours dans le cadre de l'examen du budget de la Sécu, les sénateurs ont également décidé de taxer les gains qui résultent des appels téléphoniques dans le cadre des jeux télévisés. Et puis les députés, quant à eux, viennent de voter la fiscalisation des indemnités accidents du travail. Aucun rapport de cause à effet n'a été établi entre le vaccin contre la grippe A et le syndrome de Guillain-Barré. C'est ce qu'a affirmé ce matin, toujours au Sénat dans l'hémicycle, la ministre de la Santé Roselyne Bachelot. Une jeune femme a ressenti, quelques jours après avoir été vaccinée, des fourmis dans le cou et dans les membres supérieurs. C'est l'un des symptômes de cette maladie rare du système nerveux. Or, dans l'hémicycle, Roselyne Bachelot a défendu le vaccin qu'elle s'est d'ailleurs vue inoculer elle-même hier. 6 jours après l'injection du vaccin, une personne a ressenti ce qu'on appelle des paresthésies, mais que tout le monde connaît, les enfants disent des fourmis dans les jambes. Alors il est d'ailleurs difficile de faire un lien de causalité entre ce qu'on peut d'ailleurs non plus, peut-être pas formellement, appeler un syndrome de Guillain-Barré. Le syndrome de Guillain-Barré survient plus tard, les médecins qui sont ici le savent bien, surviennent plus tard, 15 jours à 3 semaines après le fait causal, et que cette personne avait un syndrome grippal avant de se faire vacciner.
La France a tourné la page de la récession, c'est ce que semblent indiquer les chiffres de la croissance au troisième trimestre, plus 0,3%. Toutefois, même si les destructions d'emplois ont quasiment stoppé, le rebond est tout de même timide. La reprise est loin d'être là, commente Michel Sapin, le secrétaire national à l'économie du Parti socialiste. David Cantigno. Avec 2 trimestres consécutifs de croissance, l'économie française semble enfin repartie, après la récession qui la frappait depuis l'an dernier. Si la ministre de l'économie, Christine Lagarde, se veut optimiste, les économistes estiment la reprise encore fragile. On aurait pu s'attendre à un rebond un peu plus marqué de l'économie française au cours de ce troisième trimestre. D'ailleurs, le consensus des économistes prévoyait plutôt un 0,6, donc c'est en taux de croissance 2 fois moins que prévu. Point noir, le chômage qui augmente encore, même si les suppressions d'emplois ont fortement ralenti. L'économie française a perdu 5500 emplois au troisième trimestre, après une saignée de 270 000 postes sur la première moitié de l'année 2009. On est encore en rythme annuel sur des chiffres négatifs. Ça se traduit par tout de même des destructions d'emplois, même si le troisième trimestre revient à peu près à l'équilibre, mais sur un an, on est encore sur des destructions d'emplois relativement massives. Donc, on pourra parler de reprise lorsque la croissance en glissement annuel redeviendra positive et lorsque l'économie française recommencera à créer des emplois. Ce n'est pas pour le moment. D'après les prévisions, la croissance devrait se poursuivre au quatrième trimestre, mais l'année 2009 se soldera par un très mauvais chiffre, avec un recul du PIB de plus de 2%. La récession semble cependant terminée en France, comme dans l'ensemble de l'Union européenne, et l'année 2010 devrait marquer un retour progressif à la croissance. Bachar el-Assad se refuse à toute négociation directe avec Israël. Le président syrien est en visite officielle en France aujourd'hui. Il a petit déjeuner avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avant de déjeuner à l'Élysée avec Nicolas Sarkozy. C'est la deuxième fois que Bachar el-Assad vient à Paris rencontrer le chef de l'État qui tient beaucoup à ce rapprochement franco-syrien. Fabrice Quenet. Pour sa deuxième visite en France en un an, Bachar el-Assad est reçu au Sénat ce matin. Un entretien de près d'1 heure avec Gérard Larcher et plusieurs rapporteurs sur la question du Proche-Orient. Au-delà des photos officielles d'une amitié retrouvée depuis 2 ans, la visite intervient alors que de nombreux dossiers sont en négociation. Israël, Palestine, Iran sont au cœur des discussions. Nous avons fait un large tour d'horizon sur la relation bilatérale entre la France et les Syries, relation politique bien évidemment, rôle que la France et la Syrie jouent notamment sur la question de la paix dans la région. Le sénateur Marini a tout juste rendu un rapport sur le Proche-Orient à Nicolas Sarkozy. Pour lui, ces relations franco-syriennes sont capitales. C'est une volonté, c'est un axe prioritaire et c'est ce qui fait de la France une puissance qui compte au Proche-Orient. C'est notamment notre relation avec la Syrie qui nous permet d'avoir une vision originale des questions du Proche-Orient. Dernier exemple en date, c'est la question de la paix entre Israël et la Syrie. La Turquie joue les médiateurs, la France les entremetteurs. Mercredi, Benyamin Netanyahou a informé Nicolas Sarkozy qu'il était prêt à s'asseoir à la table des négociations. Réponse dans la cour de l'Élysée de Bachar el-Assad aujourd'hui. Aujourd'hui, ce processus ne peut pas repartir qu'avec une seule partie. La Syrie veut la paix. Il existe un médiateur qui est la Turquie et qui est prêt à reprendre sa médiation. Il existe également un soutien français et européen à ce processus. Ce qui nous manque, c'est un partenaire israélien qui est prêt à aller de l'avant et prêt à parvenir à un résultat. Pour l'instant, la France se contente de jouer les porte-voix. Mais avec ces dernières déclarations, l'Élysée rêve de parvenir à mettre tout le monde autour de la table et d'asseoir ainsi son influence dans la région. Barack Obama annoncera bientôt sa décision d'envoyer ou non des renforts en Afghanistan. C'est ce qu'a promis le président américain en arrivant au Japon. Première étape de sa grande tournée en Asie. Le président américain est bien décidé à prouver que son pays est tourné vers le Pacifique. Il souhaite notamment renforcer les relations bilatérales avec le chef du gouvernement japonais. Mais pour ça, il faudra d'abord régler le principal point d'achoppement entre Washington et Tokyo, à savoir la base d'Okinawa, où sont stationnées les troupes américaines. Sa tournée asiatique doit ensuite le conduire en Chine, en Corée du Sud et à Singapour. Singapour qui vient d'être retiré de la liste grise des paradis fiscaux. L'archipel a signé aujourd'hui un 12e accord d'échange d'informations fiscales avec la France. Il a donc été considéré qu'il appliquait consciencieusement les règles internationales. Allez, on passe à la polémique du jour. Faut-il délivrer des pilules contraceptives dans les lycées? C'est l'objet de notre oui-non.
Je vous le disais en titre, Ségolène Royal a décidé d'envoyer dans les lycées de sa région Poitou-Charentes des chèques contraception pour les mineurs. Le ministre de l'Éducation, Luc Châtel, y est totalement opposé. Pour lui, l'éducation nationale n'a pas à se substituer au planning familial. Sandra Cerquera. Cette jeune fille a traversé tout Paris de peur que son entourage ne la voie se rendre au planning familial. Elle l'avoue, le chèque contraception aurait pu lui éviter une démarche éprouvante. Pourtant, avoir le choix entre plusieurs centres reste un privilège. À Paris, c'est peut-être simple, mais peut-être qu'en province, ça peut être intéressant pour les jeunes filles d'avoir ça et de pouvoir aller avoir accès tout de suite à un médecin, une pharmacie, quelque chose. Le chèque prévoit la gratuité des soins et des contraceptifs. Les centres de planification se disent donc d'accord sur le principe, mais pas sans un encadrement des jeunes filles. On sait très bien que c'est pas parce qu'elles ont une plaquette de pilules dans la main que ça va régler le problème. C'est tout ce qui accompagne autour et la prise de la contraception qui est très importante. Et comment informer au mieux quand les infirmières scolaires sont débordées? Pour y faire face, une loi de 2001 prévoyait que chaque établissement dispense 3 séances d'explication à la sexualité, du CP à la terminale. Aujourd'hui, on est très très loin de la mise en œuvre efficace de cette loi. Donc déjà, avant de porter des critiques sur des dispositifs qui peuvent être faits, ce serait bien que l'Éducation nationale aille au bout des missions qui lui ont été confiées. Ségolène Royal a confirmé cet après-midi que les chèques contraception seront bien envoyés lundi à 90 lycées de Poitou-Charentes, et ce malgré l'opposition de Luc Châtel. Et pour débattre de ce sujet, 2 femmes sur ce plateau. Elisabeth Aubeny, gynécologue, présidente de l'Association française pour la contraception. Et puis Maya Surdut, du collectif national pour les droits des femmes. De la CADAC surtout. Voilà, absolument. Oui, mais c'est pas la même chose. La CADAC est la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception. C'est dit. Alors, la question a été posée aux internautes via notre partenaire, le nouvelobs.com. Faut-il délivrer la pilule dans les lycées? Les internautes ont répondu oui à 70%. Quel est votre avis à vous, mesdames? Elisabeth Aubeny. Je pense que toutes les initiatives qui vont pour donner plus d'informations, plus de possibilités de s'informer et pour pratiquer une contraception vont dans le bon sens. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes devant un fait. Le nombre d'avortements que nous avons n'augmente pas, sauf chez les adolescentes où il augmente tous les ans. Donc il ne faut pas rester, si vous voulez, immobile, il faut essayer de faire quelque chose. Donc toutes les initiatives sont bonnes? Toutes les initiatives sont bonnes et à mon avis, il faut des lieux d'information multiples, adaptés à chaque fille. Maya Surdut. Je ne partage pas tout à fait le point de vue de mon amie Elisabeth Aubeny, dans le sens toute initiative n'est pas forcément bonne. Parce qu'une contraception qui donne des résultats est une contraception adaptée. Il est évident que pour des jeunes adolescentes, elles n'ont pas forcément, elles n'ont rarement des relations suivies, etc. Et la contrainte que représente une pilule tous les jours ne paraît pas la meilleure formule. Donc la pilule, c'est pas adapté pour les adolescents? Pas forcément, ça dépend pour qui. Il faut sans doute réfléchir davantage, il y a d'autres moyens, il y a le patch, il y a des tas de choses. Bon, ça il faut voir. Mais le fond du problème, pour moi, je ne crois pas. Moi, je suis un peu gêné aux entournures par cette initiative pour la bonne et simple raison que je ne pense pas. Je ne suis pas pour les coups politiques. Vous trouvez que c'est un coup politique? Oui, oui, tout à fait. On avait des régionales. Bon, écoutez, c'est une femme politique. Hein, elle l'a prouvé, on le sait, etc. Moi, je pense, ce qu'il faut, c'est effectivement, je partage tout à fait le point de vue de notre ami. Pour ça, j'ai insisté sur le fait que je suis de la CADAC, parce que nous avons un partenariat privilégié avec le planning familial, avec l'Association nationale sans IVG de contraception. Nous travaillons bien sûr aussi avec l'association sur la contraception française pour la contraception. Mais j'insiste beaucoup sur le fait il faut que les lois existantes soient appliquées. Il faut que les séances, effectivement les 3 heures, les séances, on ne sait même pas si c'est 3 heures exactement, soient appliquées par l'Éducation nationale. Quand M. Châtel dit non, et a l'air de dire que c'est l'affaire des parents, non. C'est extrêmement important que ce soit à l'école, que une série de problèmes soient posés et résolus de la meilleure des façons. Mais il faut dire également que si ces séances n'ont pas lieu, c'est parce que les moyens n'existent pas pour inviter les organisations, les associations, les spécialistes, etc., pour y venir. Et de plus en plus, les sources se tarissent.
existe. Il y a de moins en chaque académie fait ce qu'elle veut. Bon, voilà. Elisabeth Aubeny. Alors, je suis tout à fait d'accord pour l'information scolaire, et nous savons que le pays où il y a le moins d'IVG, c'est la Hollande, et ils font l'information sexuelle dès les primaires. Donc c'est quelque chose. Une initiative qui vient d'être lancée en Angleterre également, éducation sexuelle dès 5 ans. Dès 5 ans. Ça provoque un tollé en Angleterre. Mais en Hollande, c'est depuis 50 ans, même avant la guerre, et ça a donné des résultats. Je crois que c'est important d'évaluer les choses. C'est l'endroit où il y a le moins d'avortements. Mais donc vous ne trouvez pas que c'est l'éducation qui se substitue aux parents? Vous êtes pour? Non, on a voté, c'est fait. Non, pas du tout. Je crois que les parents ont un rôle à jouer et les enseignants ont un autre rôle à jouer. Mais alors ce que je voulais dire, c'est que cet enseignement c'est bien, mais c'est un peu collectif. Et de temps en temps, les adolescents ont besoin d'avoir un entretien particulier. L'exemple. Ségolène Royal parle de détresse de ces adolescents. Ça, absolument. Ce que je vais donner un exemple très clair. Quand Ségolène Royal a fait passer la contraception d'urgence dans les écoles et lycées, tout le monde a hurlé. La pilule du lendemain. La pilule du lendemain, tout le monde a hurlé. Et puis maintenant, c'est passé dans les mœurs, et il faut savoir qu'il n'y a pas eu de dérapage. Il n'y a pas eu de dérapage, que c'est toujours à peu près le même chiffre, mais qu'il y a à peu près 15 000 adolescentes qui viennent demander la contraception d'urgence, et il n'y en a que 7 000 qui la reçoivent. Le reste, c'est un prétexte. Et je pense que c'est très important que les jeunes filles puissent venir discuter tranquillement avec la personne infirmière. Mais ça existe déjà. Pas besoin qu'elles aient. Mais là, c'est les droits pour la pilule, vous voyez. Et ensuite, on va discuter spécialement sur la contraception tout court, et après elles iront voir ailleurs. Alors, ne dites pas qu'on va donner la pilule dans les lycées, simplement l'infirmière va les adresser à un médecin et elles auront les moyens d'acheter gratuitement. C'est le médecin qui va faire le... sans doute. Elisabeth, soyons sérieux. Nous savons parfaitement combien y a-t-il d'infirmières scolaires. Il y a quelquefois une infirmière pour 3 à 4 établissements. Elles ont déjà tant à faire. D'autre part, je ne vois pas... Autant les envoyer directement chez le médecin, c'est ça que vous voulez dire? Je ne dis pas ça, je dis augmentons le nombre d'infirmières. Moi, je suis pour qu'on augmente le nombre d'infirmières scolaires, pour qu'il y ait des moyens. Là-dessus, on est totalement d'accord. Je ne vois pas comment Madame Ségolène Royal m'expliquera comment on fait les choses des tours de passe-passe. Elle va permettre... qui va autoriser les infirmières scolaires à cette tâche-là si Monsieur Châtel y est opposé? C'est son ministère, hein, c'est pas le ministère de Madame Ségolène Royal. En tout cas. Bon, en plus, ça ne l'est plus, ça a été autrefois même. Mais je veux dire, quand je dis que je suis contre les coups politiques, même à l'époque. Moi, je me souviens parfaitement, nous avions eu des discussions au moment de la pilule du lendemain. Elle avait décidé ça toute seule. Elle n'a pas tenu compte du fait que il fallait que ce soit légiféré. Peut-être. Il fallait légiférer. On ne peut pas par ordonnance, par circulaire. C'est un des instruments juridiques de plus faible niveau. Il a fallu, je me souviens, s'arracher les cheveux. On avait une réunion avec la secrétaire d'État, Mme Perry, aux droits des femmes, et on disait, mais il va falloir... Les opposants se sont saisis de ça. Il a fallu un recours au Conseil d'État, il y a eu tout tas d'histoires, il a fallu qu'on se mobilise, et après il a fallu légiférer. Pourquoi n'a-t-elle pas négocié? Je veux dire que quelque part, l'aspiration de caractère personnel est flagrante, sinon c'était un gouvernement de gauche. Elle en faisait partie. Pourquoi n'a-t-elle pas négocié, discuté avec les autres collectivement? Ceci étant, moi je dis, aujourd'hui, je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure méthode, et je ne vois pas comment on va pouvoir la concrétiser. Alors, ce sera le mot de conclusion. Rentrer dans la polémique politicienne, c'est pas mon problème. Ouais. Moi, ce que je dis, c'est ça peut être efficace. Ça peut être efficace. Je crois qu'on a le devoir de multiplier les lieux d'information et de les adapter à chaque personne. Il y a des personnes qui voudront aller au planning. Je suis ravie qu'on développe les plannings, mais ils sont pas ouverts tout le temps. Plus de moyens pour le planning. Ils sont pas ouverts tout le temps, et que les infirmières scolaires, elles ont du travail, c'est vrai, mais qu'on puisse aller les voir, que discrètement on s'informe, c'est très bien aussi. Multiplions les lieux d'information. Merci à toutes les deux en tout cas. Merci madame. Et tout de suite, on passe à l'invité du 18h. Ce soir, 3 questions à la star des juges antiterroristes. Magistrat depuis 1973, il a enquêté sur Action Directe, sur les organisations terroristes italiennes, sur l'attentat contre le DC-10 du TA ou encore sur les réseaux islamistes radicaux. Jean-Louis Bruguière publie Ce que je n'ai pas pu dire aux éditions Robert Laffont, un livre d'entretien avec Jean-Marie Ponto dans lequel il raconte les coulisses de ses enquêtes du réseau de Madame Claude à la Tuerie et de la rue des Rosiers en passant par l'histoire d'un japonais cannibale. Jean-Louis Bruguière est l'invité de ce 18h. Bonsoir. Bonsoir. Alors, votre livre s'appelle, je viens de le dire, Ce que je n'ai pas pu dire. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez tout dire? Oui, enfin, tout dire. Ce que je peux dire, compte tenu de contraintes, je veux dire, déontologiques. Non, je ne peux pas parler d'affaires en cours. Et il y en a qui sont toujours en cours. Mais les affaires passées
Et la réflexion que m'inspirent ces affaires, dont nombre d'entre elles ont eu donc des retentissements, même géopolitiques. Et puis il y a l'islamisme radical qui est quand même aujourd'hui la problématique principale. Alors on va y revenir. Juste avant, vous êtes l'un des juges antiterroristes les plus connus en France, mais dans votre livre, il n'y a pas que des affaires qui concernent le terrorisme. Il y a, je le disais, par exemple, le réseau de Madame Claude ou encore ce japonais cannibale. Est-ce qu'il y a une affaire qui vous a particulièrement marqué dans toute votre carrière? Écoutez, je crois que l'affaire principale, vous voyez, j'y consacre le plus de pages, c'est l'affaire du D6 Enjeu important, 170 morts. Votre principal succès pour vous? Oui, c'était un succès 9 ans, l'engagement de l'État, très symptomatique. Il n'y a pas eu de différence d'appréciation entre la gauche et la droite. Et puis les Nations Unies ont joué un rôle important. Les victimes, je crois que c'est un ensemble d'ingrédients, une synergie qui a permis donc la résolution de cette affaire, même si les personnes qui ont été condamnées, parce qu'elles l'ont été condamnées par contumace malheureusement. J'espère qu'un jour elles le seront réellement, contradictoirement. L'affaire qui vous laisse le plus de regrets? Difficile à dire, si vous voulez. Écoutez, il y a une affaire qui me laisse beaucoup de regrets parce qu'on n'a pas pu la résoudre, c'est l'attentat de 96 à Port-Royal, pour lequel on a des victimes, on a pour le moment actuellement pas de piste, et je crois que c'est tout à fait regrettable. Alors, dans l'affaire de l'attentat de Karachi, où 11 Français sont morts, ou encore dans celle de l'enlèvement et l'assassinat de moines de Tibérine, vos détracteurs vous reprochent de ne pas avoir exploré toutes les pistes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Écoutez, première chose, comme vous le voyez, je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que sur des affaires en cours, et sur des affaires polémiques, j'ai réglé un problème polémique, notamment sur les moines de Tibérine, concernant un avocat qui a cru devoir tenir des propos tout à fait inacceptables et qui n'a pas eu la conduite, de mon point de vue, qu'il aurait dû avoir lorsque j'étais en charge de cette affaire, parce que tous les reproches qu'il fait aujourd'hui ne me les a pas fait à l'époque. Qui vous reproche, juste pour le dire en deux mots, de ne pas avoir entendu le témoignage? Oui, mais ça c'est complètement faux. Un témoignage capital. Non, mais attendez, faux, parce que c'est un témoin qui a sorti du chapeau donc après coup et qui l'a conduit dans le cabinet du juge, en dévoilant son nom. Moi, si j'avais eu ce témoin à l'époque, il n'y a aucune raison pour que je l'entende pas. Donc vous démentez ces accusations en tout cas. Tout à fait. Est-ce que vous avez déjà subi des pressions? Non, pas de pression. J'ai pas subi. Non, jamais. Absolument pas. Il y a eu des pressions normales, si vous voulez. Je crois que, comme j'ai dit, la courbe politique, c'est pas la courbe judiciaire. C'est normal que les politiques aient un autre agenda que les juges. Tout à fait légitime. Donc, à partir de là, il faut laisser chacun travailler dans son coin en synergie. Et puis faire en sorte que le travail judiciaire puisse faire. Moi, j'ai pas à me plaindre des politiques, contrairement. Il y a eu des moments un peu difficiles, c'est tout à fait normal, et j'ai pu obtenir des politiques finalement ce que je souhaitais pour l'intérêt de l'enquête. Des moments difficiles, notamment votre famille a été menacée. Une fois, ça a frôlé le drame. Est-ce que vous avez eu peur pendant votre carrière? Non, j'ai pas eu peur, mais enfin, ça a été très pénalisant pour des enfants qui ont été protégés depuis leur naissance jusqu'à la majorité. Donc c'est eux surtout qui ont été le plus pénalisés, je pense. On vous a souvent vu entouré de nombreux gardes du corps. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez retrouvé une vie normale? Je n'ai retrouvé une vie normale. J'ai pas de raison aujourd'hui, n'étant plus en charge de dossier, d'avoir la protection que j'avais. Alors, vous parliez du réseau islamiste et de la menace terroriste. Il n'y a pas eu d'attentat en France depuis 1995. Pourquoi, à votre avis? 16 oui. Je crois que c'est pas l'effet du hasard. Je crois que c'est l'engagement résolu de la France. Je parle pas uniquement du juge que je suis ou des juges, mais l'ensemble de l'appareil donc antiterroriste et l'appareil de renseignement qui joue un rôle fondamental, qui continue à le faire. Et puis aussi la police judiciaire et bien sûr l'arsenal répressif. Je crois que l'ensemble, cette mobilisation, cette synergie, c'est ce grand projet stratégique visant à la répression et à l'anticipation de la menace a joué son rôle et a eu ses effets. Et je pense que c'est sans précédent. Et aujourd'hui, regardez avec une certaine envie, et même par nos partenaires. Je pense que c'est. Et aujourd'hui, la menace existe elle est réelle, en France. Oui, elle est réelle, bien sûr. Vous voyez, en entrant ici au Sénat, on vous dit, mais niveau rouge, c'est incontestable, un niveau élevé. Alors. Elle vient d'où? Elle vient de deux zones, la zone pakistano-afghane. Tout le monde voit aujourd'hui la dégradation de la situation avec des attentats permanents, et puis surtout plus proche de nous, donc de l'AQMI, donc Al-Qaïda au pays du Maghreb islamique, c'est-à-dire le fait que l'ancien GSPC, c'est lié à Al-Qaïda, qui est une espèce de filiale d'Al-Qaïda, mais à nos portes. Alors, beaucoup d'affaires sur lesquelles j'aurais aimé vous faire réagir aujourd'hui, de situation judiciaire française, on n'a malheureusement plus le temps. Juste une réaction, le renvoi de Jacques Chirac en correctionnel ou encore la condamnation de Charles Pasqua à 1 an de prison ferme. Pour les observateurs, ça montre l'indépendance de la justice. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, j'ai pas de commentaire particulier à faire sur ces deux affaires judiciaires. On est dans un état de droit, la justice
poursuit son œuvre. Enfin, je veux dire, bon, et personne ne pourra contester, indépendamment du contexte, je veux qu'on soit clair là-dessus, donc que la justice, dans un état de droit, doit être indépendante. Elle l'est en France. Elle l'est, selon vous. Bien sûr. Merci beaucoup Jean-Luc Brugger. Merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle votre livre, ça s'appelle « Ce que je n'ai pas pu dire », édition Robert Laffont. On passe à la dernière partie de ce 18h, le décryptage de l'image politique de la semaine. Et l'image que nous avons choisie, c'est celle de la conférence de presse de Charles Pasqua, justement. C'était hier après-midi. Le sénateur des Hauts-de-Seine avait promis des révélations fracassantes. Et bien à la place, il s'est contenté d'accuser à nouveau Jacques Chirac et Dominique de Villepin. On l'écoute. Concernant les ventes d'armes vers l'Angola, j'affirme que les plus hautes autorités du pays étaient informées. Ainsi, au mois de décembre 1995, Jacques Chirac, Dominique de Villepin, Bertrand Landrieux, Jacques Foccart, Hervé Charette, Charles Millon étaient donc informés par la DGSE des ventes d'armes vers l'Angola. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Président de la société de conseil CAP. Charles Pasqua avait promis de faire trembler la République. Il avait même fait un teasing la semaine dernière. On a été un peu déçus quand même. Pas vraiment de révélation comme il l'avait promis hier. Non, il a fait du Charles Pasqua. Alors il y a eu de l'affluence, il s'en est félicité, mais l'efficacité c'est autre chose. L'affluence c'est parce qu'il y a une pièce, il y a un personnage qui est connu et il y a un dénouement qui aura été connu. Le personnage pour les Français, Charles Pasqua, ça a été l'homme de l'ombre du gaullisme à partir du RPF, puis un conseiller pas toujours avisé de Jacques Chirac. En 88, il lui fait perdre pour partie de la présidentielle, car il lui conseille face à Le Pen de mener une campagne à l'extrême droite au deuxième tour, laissant à François Mitterrand la campagne au centre. L'affaire Schuller-Maréchal, qui met en difficulté grave Édouard Balladur en 95. Par contre, ça a été un très bon meneur de liste aux européennes après Maastricht, où il, avec sa liste avec De Villiers, il précède Nicolas Sarkozy et Alain Madelin, et ça aurait été un bon ministre de l'Intérieur. Alors, que retiennent les Français de Charles Pasqua? Ça faconde. Charles Pasqua tonne, il menace, il veut terroriser les terroristes. Non, et mais puis, ça fait pchit un peu quand même. voilà, ça fait pchit. Il dit retenez-moi ou je fais un malheur. Donc les gens viennent. Il agite des feuilles. Il agite des feuilles et tout. Et puis vous. finalement, il dit rien. Donc Ouais. c'est finalement, ça commence par une pièce de théâtre, une comédie, mais c'est un peu un drame parce que quel est le drame de Charles Pasqua? C'est qu'il aura toujours été au service de quelque chose. C'est-à-dire, il aura toujours eu un combat, le dépassant. Et au moment où sa personne, lui, son moi, risque de faire de la prison ferme, c'est quand même dur, c'est très dur pour l'homme politique qu'il a été, eh bien il continue sur le même registre. C'est-à-dire que, en fait, il menace, mais il ne met jamais à bas quoi que ce soit, parce qu'en fait, il est dans un costume trop ancien, il est dans son rôle, et donc on a suivi Charles Pasqua comme autrefois on suivait Georges Marchais, c'est-à-dire une comédie où à la fin, les numéros sont attendus et où il n'y a pas de surprise. Donc ça va rien changer pour lui. Donc ça ne va sans doute absolument rien changer pour lui, sauf si d'ici les jours qui viennent, il nous donne de véritables informations nouvelles sur son dossier en cours. Merci beaucoup Stéphane Rosès. Et puis à la semaine prochaine. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, comme promis, on retourne dans l'hémicycle. On en parlait au début de ce journal. Les sénateurs débattent en ce moment même de la suppression du droit à l'image collective, sorte de bouclier fiscal pour les sportifs. Les députés ont voté cette suppression. Les sénateurs vont-ils la confirmer? Je vous laisse donc suivre la séance dans l'hémicycle du Palais du Luxembourg. La parole est à Jean-Pierre Godefroy. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, comme le vient de le rappeler Bernard Cazeau, les sénateurs socialistes n'avaient pas voté cette disposition, pour toutes les raisons qui viennent de vous être rappelées. C'est parce que Donc, Madame la Ministre, en fait, aujourd'hui, vous êtes face à un monstre que vous avez créé, que votre gouvernement a créé. Et vous essayez de trouver une porte de sortie. Alors nous sommes actuellement dans l'explication de vote sur l'amendement 177 de notre collègue Leclerc, qui viserait à supprimer la suppression. Il est bien évident que nous serons contre cette idée de supprimer la suppression. Ceci étant, cela n'empêche pas de poser quelques questions, parce que comme vous vous êtes aperçu de cette erreur, comme ce monstre, il faut essayer de l'endiguer, voire de le résorber, il faut prendre des dispositions. Seulement, votre gouvernement
à engager les clubs, et pas simplement des clubs de football, hein, vous l'avez rappelé, à engager les clubs dans un processus. C'est sur incitation du gouvernement que les clubs se sont lancés dans ce processus. Et donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est comment en sortir au plus vite, dans les meilleures conditions pour la sécurité sociale, mais aussi en tenant compte des difficultés des présidents de clubs. Donc, je le rappelle, effectivement, la suppression telle que vous l'avez préconisée, nous ne pouvons pas être contre puisque nous avions déjà fait des observations. Maintenant, comment en sortir? Je crois que pour en sortir, il faut essayer de trouver l'issue la plus subtile. Alors nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons en parler tout à l'heure dans les autres amendements. Mais je pense, je vais pouvoir le dire comme ça, que quand on regarde les différents amendements, les amendements déposés, le 196 rectifié bis et le 412 rectifié bis, semblent offrir une piste qui répondrait aux objectifs que vous cherchez. C'est-à-dire la fin immédiate du dispositif, mais aussi la possibilité pour les clubs de lisser en sifflet ce qui a déjà été engagé, d'essayer de le maintenir jusqu'au terme des contrats passés avec les salariés, qui sont des joueurs, et par contre, qu'aucun contrat ne puisse être signé. Maintenant, vous allez nous expliquer la meilleure façon d'en sortir, mais je tenais à vous dire, Madame la Ministre, très clairement, que les difficultés que vous créez aujourd'hui au club, c'est le gouvernement lui-même qui les a créées. Et c'était la belle époque, je pense, où de l'argent roi. Hein, on n'avait pas encore traversé la crise, il fallait effectivement encourager les clubs pour faire comme les clubs britanniques. Voilà. Donc je pense, Madame la Ministre, que c'est là la façon d'en sortir. Êtes-vous bien certaine que la façon d'en sortir que vous préconisez soit la meilleure sortie possible? C'est une question que nous allons aborder dans les prochains amendements. Bien. Alors, Dominique Leclerc, qui avait demandé, puis retiré, puis demandé. Merci, Monsieur le Président. C'est le dernier. Oui, le dernier. Mais tout d'abord, je voudrais dire à Madame le Ministre, vous venez de nous dire que cette mesure, le DIC, était, je reprends vos termes, inefficace, injuste et qu'elle coûtait cher. Bien évidemment, mais j'ai pris la précaution de vous dire que c'est une mesure que nous avons mise en place dans le temps en plus, puisqu'elle doit s'éteindre en 2012. Et chers collègues, quand je vous entends avec votre indignation, que j'aimerais, n'oubliez pas, nous sommes dans des lois de sécurité sociale, que vous ayez cette même réprobation, cette même indignation, car à chaque fois, tous les ans, on change les règles du jeu en instituant des taxes, en modifiant les conditions d'exercice professionnel et du vécu de toutes les structures de santé. Là, on ne vous entend plus. Moi, personnellement, je ne supporte pas que tous les ans, on remette en cause le devenir et l'exercice des professionnels de santé. C'est impensable. Et c'est pour ça que j'ai voulu présenter cet amendement. Bien sûr, et je ne vous ferai pas le plaisir de voter contre, car je vais le retirer. Mais un peu de dignité, nous. Et puis, quand même, quelle est la crédibilité du Parlement vis-à-vis du monde de la santé? Quelle est, j'allais dire, la lisibilité de l'action gouvernementale si tous les ans on met des taxes nouvelles, on en enlève, on en retire? Et Catherine Procaccia vous disait c'était les assurances. Notre collègue le disait, c'est dans tout un tas de secteurs, on joue à bouger les curseurs de grâce à un peu de dignité puis un peu de continuité dans notre action politique, car nous sommes là pour ça. Donc, Monsieur le Président, personne n'aura le plaisir de voter cet amendement, mais je tenais à dire, et je voulais le présenter, pour que, enfin, dans ces lois de sécurité sociale, Alain Vassel avait demandé qu'on ait une perspective de 3 ans, c'est la moindre des choses, car là, tout le monde s'est tourmenté du devenir des clubs professionnels, mais personne, quand on vote une mesure, l'année d'après se demande ce que sont devenus les structures et les professionnels de santé suite aux décisions que nous prenons, souvent à la va-vite. L'amendement est retiré. Et donc, Madame la Ministre, je vous en prie. Peut-être dire un mot, parce que on m'a demandé pourquoi j'avais changé d'avis. Je dois dire, je ne vais pas faire de révélation, mais que l'arbitrage avait été rendu contre moi dans les années précédentes, mais c'est vrai aussi que la situation était sans doute différente. Elle s'est considérablement détériorée dans les deux sens. Les deux vaisseaux ont dérivé.
Effectivement, nous n'étions pas sur le PLFSS de l'an dernier et sur le même déficit de la sécurité sociale et de l'assurance maladie. C'est tout à fait évident. Il y a des choses qu'on peut s'offrir quand on est à meilleure fortune. Et de l'autre, un dispositif qui, lui, également, a dérivé avec des dépenses tout à fait considérables. On était à 26 millions d'euros et on s'achemine vers le doublement de cette somme. Donc je suis bien obligé de tenir compte de ces deux dérives. Alors je trouve l'argumentation parfois un peu curieuse, parce que les faits sont têtus. Et je trouve finalement personne dans ce qui a été dit qui justifie le dispositif. Ce que je constate, c'est que sur tous ces bancs, finalement, personne ne m'a dit que le dispositif du DIC était un bon dispositif. Tout le monde est obligé de se rendre compte que c'est effectivement un dispositif inefficace et injuste. Ça, je crois qu'il y a un consensus constant. Alors, force est de constater, après un dispositif qui a été mis en fait en œuvre effectivement en 2005, et qui est monté en puissance. Évidemment, le football s'en est tout de suite saisi parce qu'ils ont à leur côté, les clubs de football, des dirigeants dynamiques, des gens qui connaissent bien les affaires et qui savent les conseiller. Les autres sports concernés ont sans doute pas tout à fait la même armature de conseillers, et ils ont été un peu moins rapides à se mettre dans le dispositif. On en arrive aussi à un signe de maturation, et on peut tirer le bilan de tout ça. Et je trouve que l'argumentation qui consiste à dire, écoutez, on s'est trompé, on a vraiment un dispositif qui est injustifiable, mais néanmoins, on va continuer à le mettre en place, on va continuer à le garder, Bon, c'est aussi la possibilité de se rendre compte que quelque chose a échoué. C'est en quelque sorte une démarche expérimentale. Il n'y a pas de honte à reconnaître que on a voulu bien faire et que ce dispositif a en quelque sorte été détourné. En quoi ce serait honteux? Moi, je trouve que véritablement, face à cette dérive, face à cette inefficacité, je crois que l'honneur d'un politique, c'est de dire bon, on met fin à quelque chose qui ne marche pas. Bien. Alors, nous avons maintenant 7 amendements en discussion commune. Le premier, alors le 126 rectifié bis, il y en avait 2 identiques, le 126 rectifié bis tombe, il n'est pas défendu, et on a le 52 qui est présenté par Monsieur Gégou, au nom de la Commission des finances. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de supprimer, mais progressivement, le droit à l'image collective des sportifs professionnels, conformément aux préconisations formulées par notre collègue Michel Sergent, à qui je souhaiterais rendre hommage, car il avait, en son temps, fait un rapport arrêt sur image, où d'ailleurs beaucoup de choses que vous avez dites, Madame, ont été reprises certainement son rapport. Et comme il ne peut pas être là aujourd'hui, en tout cas, et que nous sommes des collègues de la Commission des finances, je tiens à lui rendre hommage et à voir d'ailleurs qu'il a eu beaucoup de vision sur cette affaire. Donc, il est rapporteur spécial de la Commission des finances du sport, de la mission sport, jeunesse et vie associative, et c'est à l'issue de son contrôle budgétaire de l'année dernière sur ce sujet. Donc ce contrôle, comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, a fait bien apparaître les défauts du DIC, qui absorbe une partie importante des crédits du programme 219 Sport, de l'ordre de 15%, pour rembourser la cause des charges non perçues. Alors même qu'il n'est pas à la hauteur des écarts de compétitivité, ça aussi vous l'avez dit, entre les clubs français et les principaux clubs européens, notamment en ce qui concerne le football professionnel. Pour autant, une suppression brutale du DIC serait de nature à perturber gravement des clubs professionnels, ce dispositif faisant partie intégrante de l'équilibre économique et social des sociétés sportives qui ont déjà quand même certaines difficultés, et quand on entend le président Aulas, ils ont quand même du mal, ceux qui se lancent dans le professionnalisme comme à l'anglaise, comme vous avez dit, sont pas nombreux pour l'instant dans le sport professionnel. Et il faudrait peut-être les inciter à avoir d'autres, et là, mais nous sommes d'accord sur le fond, Madame la Ministre. Les clubs ont construit tout de même leur budget et conclu leur contrat, au moins jusqu'en 2012, sur la base de l'existence du DIC.
D'autre part, comme le vise explicitement l'article L 222-2 du Code du sport, plusieurs conventions collectives s'appuient sur le DIC. C'est pourquoi il est proposé de supprimer progressivement ce DIC en faisant passer successivement la fraction de rémunération bénéficiant de l'exonération d'un maximum de 30%, actuellement à 20 au 1er juillet 2010, 10% au 1er juillet 2011, pour parvenir à une